Je vais rappeler très rapidement les règles du jeu actuelles, donc le constat de l'existant, la diversité des situations des collectivités territoriales, le cadre fixé par les textes communautaires, c'est-à-dire en la matière la directive du 27 octobre 2003, et je vous livrerai en conclusion quelques pistes pour faire évoluer la taxe locale sur l'électricité dans la conformité au droit communautaire, mais dans le respect des intérêts financiers des collectivités territoriales et de manière à ne pas perturber une nouvelle fois leurs ressources après la réforme de la taxe professionnelle. Alors, principales caractéristiques du régime actuel. On peut commencer par la dernière ligne. Une recette globale de 1,4 milliard d'euros qui se répartit ainsi 664 millions d'euros pour 6 935 communes, 498 millions d'euros pour l'ensemble des départements, 235 millions pour 1165 syndicats intercommunaux et 3 millions d'euros pour 22 communautés de communes ou d'agglomérations. Du côté des parties versantes, cette taxe est acquittée par les ménages à hauteur d'à peu près 1 milliard et par les entreprises à hauteur d'à peu près 400 millions. Ce sont des taxes qui viennent de loin, puisque leur première origine figure dans une loi du 13 août 1926. Elles sont actuellement définies au sein du Code général des collectivités territoriales. Concrètement, il s'agit d'une faculté pour les communes et les départements d'instaurer une telle taxe sur leur territoire. Et il existe des dispositions spécifiques pour les syndicats intercommunaux exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, et ceci dans des conditions prévues clairement par la législation. Et alors, en ce qui concerne l'assiette de cette taxe, dans la législation actuelle, il s'agit de 80% du montant de la facture d'électricité pour les consommateurs ayant une puissance inférieure à 36 kVA et à 30% de ce montant pour les autres consommateurs. Les taux sont fixés librement par les collectivités bénéficiaires dans la limite d'un plafond qui est soit de 8% pour les communes, avec quelques exceptions, soit de 4% pour les départements. Au titre des communes, certaines, principalement Paris, qui bénéficient d'un taux de 13,20%, conservent une possibilité de dépasser le taux de 8%. Les communes qui bénéficient de ces dérogations et qui appliquent des taxes supérieures à 8% de l'assiette étaient celles qui bénéficiaient déjà de cette possibilité avant le 29 décembre 1984. Je voudrais à présent illustrer brièvement la diversité des situations des collectivités. Les statistiques dont je dispose sont issues d'une enquête menée par les différents organismes compétents qui sont pour une part représentés ici même. Les résultats sont intéressants et représentent bien la diversité des situations qui caractérisent le paysage français actuel, notamment dans les zones rurales. Au niveau de la taxe communale, 54% des communes l'ont instituée au taux plein de 8%, 20% à un taux intermédiaire, 26 communes n'appliqueraient pas la taxe. En général, ce sont des petites communes, ce sont des communes rurales. Au niveau des départements, la situation est plus uniforme. Dans une zone plus particulière que je connais bien, puisqu'il s'agit de celle qui est desservie par la Société d'intérêt collectif agricole d'électricité de l'Oise, dont le siège est à Compiègne, et dont le directeur général, M. Gérard Lefranc, est ici présent. Donc, dans cette zone, sur les 186 communes desservies, 137 n'ont pas institué la taxe communale, 34 ont instauré la taxe en fixant un taux inférieur au plafond, entre 2% et 7%, 15, dont la mienne, ont fixé le taux à 8%.
Qu'en est-il de la directive énergie du 27 octobre 2003 ? Son principe général est d'instaurer une taxation minimale au niveau communautaire pour la plupart des produits énergétiques, y compris l'électricité, le gaz naturel et le charbon. Sa portée est donc générale et englobe en particulier le sujet qui nous occupe cet après-midi. Par exemple, c'est cette directive qui est à l'origine de la TICGN. Il existe des exceptions prévues par la directive, en particulier dans les cas suivants: électricité utilisée principalement pour la réduction chimique et l'électrolyse, ainsi que dans les procédés métallurgiques, électricité intervenant pour plus de 50% dans le coût d'un produit et procédés minéralogiques. De plus, à condition qu'ils respectent les niveaux minima de taxation prévus par la directive et soient conformes au droit communautaire, des taux de taxation différenciés devraient pouvoir être appliqués sous contrôle fiscal par les États membres dans les cas suivants: lorsque les taux différenciés sont directement liés à la qualité d'un produit, lorsque les taux différenciés dépendent des niveaux quantitatifs de consommation d'électricité et des produits énergétiques pour le chauffage, et pour les utilisations suivantes: transports publics locaux de passagers, y compris les taxis, collecte des déchets, forces armées, administration publique, utilisation par des personnes handicapées et par la profession des ambulanciers. Il peut aussi exister des taux de taxation différenciés entre la consommation professionnelle et non professionnelle des produits énergiques et de l'électricité. Voilà, Monsieur le Président, très brièvement, le cadre communautaire. Donc on voit qu'il y a des minima, que l'assiette taxable au sens de la directive énergie est de nature différente de l'assiette taxable actuelle des taxes locales sur l'électricité. Tout ceci devait être appliqué dès le 1er janvier 2004, mais la date d'effet a été décalée pour la France jusqu'au 1er janvier 2009. Or, nous sommes au début du mois d'avril 2010, ce qui ne vous aura pas échappé. Alors, il existe quelques contradictions entre la directive énergie et les taxes locales françaises. Les principes de la directive viennent heurter notre système sur plusieurs plans. L'assiette doit être la quantité d'électricité consommée et non plus le prix. Ainsi, à taux égal, le produit des taxes suivrait l'évolution de la consommation d'électricité sans que les variations de prix ne compensent cette évolution. Sous réserve des exceptions visées dans la directive, tout, et dont je vous ai déjà parlé, tout kilowattheure consommé doit être taxé. Il ne devrait donc plus être possible à des communes et à des départements de ne pas instaurer les taxes sur leur territoire. La faculté pour les collectivités de moduler le taux tout en respectant les minima communautaires n'est pas claire, nécessite interprétation. En effet, la directive ne contient pas d'interdiction explicite, tout en listant, comme nous l'avons vu, des possibilités de modulation de taux, parmi lesquelles ne figure pas la localisation du consommateur dans telle commune ou tel département. Afin de tâcher d'y voir plus clair, j'ai interrogé les services de la Commission, en l'espèce la Direction générale de la fiscalité et de l'Union douanière. Il m'a été répondu que la modulation des taxes sur une base locale n'est en principe pas conforme aux règles générales établies par la directive, sauf dérogation de l'article 19. L'article 19, je le rappelle, donne aux États la possibilité, sur autorisation unanime du Conseil statuant sur proposition de la Commission, d'introduire des exonérations ou des réductions supplémentaires pour des raisons de politique spécifiques. Je rappelle que c'est en se fondant sur cette disposition, cette possibilité de dérogation, que nous avons obtenu, il y a quelques années, la modulation régionale de la TIPP. Notre pays est en retard. Et cette inaction nous place dans la situation désagréable de pouvoir faire l'objet de sanctions européennes. Une première fois, le gouvernement
nous a saisis lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2009 dans des conditions hâtives d'un texte qui en réalité n'était pas un vrai texte gouvernemental, mais était un vrai faux amendement parlementaire qu'on nous demandait de porter. Le président Arthuis et moi-même avons refusé, car le sujet n'était pas étudié de manière suffisamment approfondie, la méthode ne nous convenait pas, nous préférons une vraie initiative parlementaire à une fausse initiative parlementaire, ou bien que le gouvernement veuille bien prendre ses responsabilités en avançant son propre texte. Et l'amendement, la proposition d'amendement dont il s'agissait changeait d'ailleurs radicalement le régime de ces taxes en fixant des taux nationaux uniformes, alors qu'aucune concertation n'avait été véritablement engagée avec les collectivités. Depuis lors, il est vrai que nous nous sommes consacrés à d'autres sujets. Nous avons notamment passé un temps absolument considérable sur la réforme de la taxe professionnelle et ceci nous a empêchés de remettre sur le métier cette affaire. À présent, cela paraît indispensable. Le délai donné à la France pour adapter sa fiscalité est largement dépassé et la Commission, vous ne l'aviez pas prévu, Monsieur le Président, quand vous avez convoqué cette table ronde, mais cela tombe bien, a émis un avis motivé en date du 18 mars 2010, enjoignant à notre pays de le faire dans les 2 mois, ce qui paraît quand même assez difficile, sous peine de dépôt d'une plainte devant la Cour de justice des communautés européennes, mais bon, il faut le temps qu'une plainte soit rédigée, examinée, etc. Et nous pouvons effectivement envisager de régulariser la situation d'ici la fin de l'année 2010. Alors, l'intérêt de la présente table ronde est donc très grand. Nous souhaitons faire le point avant d'agir. Les principales parties prenantes sont ici cet après-midi. On peut se poser un certain nombre de questions de principe sur lesquelles nous allons être amenés à consulter nos vis-à-vis. Quel principe directeur pour la réforme ? Comment garantir le maintien de la liberté fiscale des collectivités territoriales? Quel calendrier? Pour ma part, je voudrais aller un tout petit peu plus loin et formuler le souhait que cette réforme soit conduite dans la loi de finances pour 2011, car certes, il existe un texte qui est inscrit à l'ordre du jour et qui est donc un projet de loi sur la nouvelle organisation du marché de l'électricité, mais je ne pense pas que nous puissions faire un travail suffisamment approfondi, notamment de concertation d'ici là, et l'horizon que nous aurions plutôt tendance à envisager, sous la réserve de vos avis, c'est celui de la loi de finances pour 2011, ce qui suppose d'être capable de formuler clairement nos idées d'ici l'été. En outre, pour aller un peu plus loin dans les suggestions, et ce sujet venant après la réforme de la taxe professionnelle, je pense pour ma part, Monsieur le Président, c'est un avis personnel à ce stade, qu'il faudra garantir à chaque collectivité bénéficiaire son produit actuel. Et je pense aussi qu'il faudra envisager un régime transitoire pour les collectivités qui n'ont pas institué la taxe et que l'on devrait pouvoir plaider auprès de la Commission une montée en puissance, par exemple, sur 5 ans, de telle sorte que toutes les communes d'un côté, sachant que les départements, si je ne me trompe, ont tous institué la taxe, que toutes les communes convergent, par exemple en 5 ans, vers un même niveau de taux. Reste à concevoir le dispositif de manière à ce que la nouvelle assiette puisse produire globalement la même ressource que l'ancienne et à envisager un système de compensation pour permettre la garantie de ressources à chaque collectivité bénéficiaire, parce qu'il n'est pas du tout évident que le nouveau principe d'assiette permette d'aboutir collectivité par collectivité au même produit. Donc voilà quelques idées ou suggestions à ce stade que nous pourrions, si vous le voulez bien, Monsieur le Président, mettre au débat.
Pardonnez-moi d'avoir été peut-être un peu long dans cette présentation, mais j'espère avoir cadré ce que nous attendons de la table ronde. Merci, Monsieur le rapporteur général, pour ce cadrage tout à fait judicieux.